qui marque la direction. C'est la boussole qui nous permet de nous orienter en toutes circonstances. La boussole aussi, c'est votre émission féminine qui peut être utilisée pour orienter, mesurer et repérer, donner des repères dans la société camerounaise. Alors, pourquoi dans la société camerounaise? Nous le savons tous, hein. Cette année 2025, c'est une année charnière pour la République du Cameroun parce qu'auront lieu au mois d'octobre les élections présidentielles. Alors, sur ce plateau, un plateau uniquement féminin, nous allons causer, mesdames, en tant que mère de l'humanité, en tant que pilier de nos sociétés, en tant que gardienne de la paix et du dialogue. À l'approche donc des élections au Cameroun, on note les tensions qui montent, les débats qui s'enflamment et la nation retient son souffle. Mais où sont les femmes dans cette tempête politique? Alors cet après-midi, mesdames, on aura le plaisir de dialoguer, d'échanger en ce qui concerne notre rôle en tant que femmes pour calmer les esprits, pour guider notre pays dans des élections sereines et justes. Alors, sur ce plateau, j'ai des femmes engagées. Je vais comme ça commencer par présenter Madame Augusta Epagna, qui est à la direction de l'UPC Maniden. Ça, c'est une de ses casquettes. Et je vais lui demander, je vais t'accueillir sur ce plateau et tu auras le plaisir d'ajouter une autre ou plusieurs de tes casquettes. Bienvenue sur ce plateau, Madame Augusta. Merci, bienvenue, merci de l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. À ses côtés, nous avons Madame Mandeng Corinne, qui est juriste. Bienvenue sur ce plateau, Madame Mandeng. Merci de m'accueillir sur le plateau. Bonjour à toutes. Bonjour. Voilà. Et nous avons aussi également Madame Flore Mboussi. Bonjour, je crois qu'on a des soucis de connexion avec Madame Flore, dont je l'annonce, Madame Flore. Oui. Voilà, vous êtes là. Bienvenue sur ce plateau, Madame Flore. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà, j'annonce donc également Madame Ekwessa qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Elle est la troisième vice-présidente du FCC, le Front pour le changement du Cameroun, un parti politique. Alors, mesdames, la première question, on va essayer donc de débattre. Que peuvent faire les femmes pour apaiser les tensions politiques au Cameroun? Voilà. La question, elle s'adresse à vous toutes. Madame Mandeng. Oh, merci de commencer. C'est vrai que la question me fait un peu tiquer parce que quand j'entends dire que peuvent faire les femmes pour apaiser les tensions, ça donne l'impression, enfin, c'est mon impression, hein, ça donne l'impression qu'il y a un climat vraiment pas serein, qui nécessite justement qu'on soit obligé d'apaiser, donc d'inviter ou alors de solliciter l'action particulière des femmes. Je pense que c'est bon, vous me suivez? Oui. C'est bon. Ah, ok. Je pense que le climat pour l'instant est normal. Il peut y avoir moi, je n'appellerais pas ça tension, non? Il peut y avoir des différences de vue avec des réactions plus ou moins emportées, mais pour moi, ça ne signifie pas que l'environnement, enfin, que l'atmosphère soit, entre guillemets, sous tension. Voilà
ma première contribution. Merci. Voilà, Madame Augusta. Oui, oui, oui. Bon, moi, je pense que non, je pense que le climat est quand même tendu. Il y a quand même des signaux qui indiquent que, en tout cas, il est tendu et il peut l'être plus encore compte tenu d'un certain nombre de, je dirais, j'appellerais ça de provocations qui ont été faites hein, par certaines autorités, pour ne pas le nommer, le ministre de l'administration territoriale, qui a quand même eu à menacer à plusieurs reprises les religieux, les politiques. Tout récemment, il a menacé les politiques en disant que de toute façon, ils étaient surveillés et que au moindre écart, on les mettrait hors d'état de nuire, enfin, comme si on avait affaire littéralement à des bandits. Il y a eu quand même des associations de la société civile qui ont été au niveau desquelles on a mis des scellés, sans raison vraiment sérieuse. On les accuse de blanchiment d'argent, etc., de choses vraiment complètement très, très, qui me semblent très légères et très farfelues, et en plus en ne respectant pas les procédures qui devraient être mises en œuvre dans ce type de situation, c'est-à-dire prévenir préalablement, etc., donner un peu les raisons pour lesquelles on engage telle ou telle procédure contre une association ou ses responsables. Donc, moi, je pense qu'il y a un climat qui est délétère et j'ajouterai à ce que je viens d'indiquer les joutes tribalistes auxquelles on assiste dans tout un tas de médias, avec vraiment, on met en accusation telle ou telle communauté, etc. Et je pense que c'est des situations extrêmement dangereuses. On a vu ailleurs, sous d'autres cieux, au niveau du continent, ce que ça a pu donner. Et je pense que ce sont des situations qu'on ne doit pas laisser se développer. Et par rapport à votre question concernant le rôle des femmes, bon, ça oblige aussi à parler de la situation des femmes dans le Cameroun d'aujourd'hui, qui n'est quand même pas non plus extrêmement réjouissant. Quand on voit même la place qu'occupent les femmes dans l'ensemble des postes de responsabilité, on peut parler des postes politiques, mais on peut parler sur le plan des postes au niveau des universités, au niveau de l'administration en général, etc. On est la portion congrue hein, dans toutes ces institutions, alors que les femmes représentent 52% de la population. Donc, effectivement, vous prenez au niveau des ministères, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des mairies, etc. Les femmes sont peu importantes. Enfin, le nombre de femmes est peu important. Donc, c'est effectivement compliqué de se dire il faut que les femmes jouent un rôle particulier et d'apaisement, et en même temps de constater que la reconnaissance de la place des femmes dans nos sociétés qui est essentielle, vous l'avez rappelé dans votre introduction, les femmes sont des piliers de nos sociétés à tous les niveaux, sur le plan de l'agriculture familiale, sur le plan du commerce, au niveau de la famille, etc. Les femmes sont des véritables piliers au Cameroun, mais en général sur le continent et même on pourrait dire au-delà, mais vraiment dans nos pays c'est très flagrant. Donc moi je pense qu'au moins pour faire court et laisser la place à mes co-panélistes, au moins au niveau des femmes qui peuvent se faire entendre, qui ont des responsabilités à un niveau ou à un autre et qui passent parfois dans les médias, etc. C'est appeler effectivement à l'apaisement, appeler à la cessation des provocations qui sont, auxquelles on peut observer et qui sont totalement injustifiées et qui ne devraient pas avoir lieu d'être dans un pays qui fonctionne normalement, une société qui fonctionne normalement, et appeler aussi au fait qu'il ne faut pas tolérer comment dirais-je, le poison tribaliste qui est en train de se développer dans le pays. Ça, ce sont des choses que c'est extrêmement dangereux. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Donc voilà, autant d'éléments qui font qu'au moins celles qui ont un tout petit peu voix au chapitre
qu'elles prennent sur elles de porter ce message-là. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire pour commencer. Voilà, alors Madame Boussi, vous nous avez rejoint. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de la question ou alors Non, non. Ok, alors la question était celle de savoir que peuvent faire les femmes pour apaiser les tensions politiques en ce moment au Cameroun, tout en sachant que nous sommes déjà dans le processus des élections d'octobre 2025. Bon, bonsoir à toutes. Bon, mon avis sur la question, justement, c'est que les femmes, malheureusement, ne sont pas assez représentées dans la sphère politique, donc dans l'appareil décisif, l'appareil décisionnel, si on peut le dire ainsi. Donc, déjà, c'est déjà un constat alarmant parce que la femme représente la couche majoritaire de la population au Cameroun. Donc, il faut peut-être déjà aller dans ce constat-là pour faire comprendre que si la femme n'est déjà pas prise assez en compte dans les décisions politiques, elle n'a peut-être pas son mot à dire, c'est peut-être parce qu'on ne considère pas qu'elle a quelque chose de pertinent à dire. Bon, déjà, pour revenir à la question maintenant de ce que la femme peut faire, moi, je dirais que, bon, on a tendance à dire que la femme est la mère de l'humanité, elle est celle qui a un cœur, un grand cœur qui peut aimer sans réserve et tout. Donc, je dirais déjà aux femmes qui sont engagées en politique, parce que jusqu'ici, on a une seule femme qui a ouvertement déclaré sa candidature pour les élections présidentielles d'octobre, ce qui pour moi est très insuffisant, mais déjà, c'est déjà bien, parce qu'en 2018, on n'a pas eu de candidature féminine. Mais maintenant, au niveau des femmes qui sont engagées en politique, j'ai suivi la fin de la prise de parole de la dame qui m'a précédée, qui disait justement qu'il faut faire taire les propos tribaux, il faut faire taire les discours de haine. Je suis d'accord. Et le constat global que je peux faire, c'est que très peu de femmes qui sont engagées en politique, déjà, ça donne à ce genre de pratique. Ce n'est vraiment pas récurrent venant des femmes. Et à notre niveau, nous, les femmes, nous devons justement appeler les gens à se mobiliser pour tenir compte du fait que nous avons un ennemi, bon, je ne vais pas dire ennemi, c'est un grand mot, nous avons un adversaire politique en commun, qui est le régime de M. Biya, qui a déjà fait 42 ans au pouvoir. Et donc, la vraie division qui existe actuellement au Cameroun, c'est la division entre la classe pauvre, je vais même dire très pauvre, et la classe des très riches. Donc, il faudrait déjà partir de ce constat-là. Il n'y a pas de guerre tribale au Cameroun. Non, 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 c'est juste la classe dirigeante qui essaye de monter le peuple les uns contre les autres. Or, ce que le peuple doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas de division tribale parce que ces mêmes dirigeants, lorsqu'il faut martyriser le peuple, lorsqu'il faut, je dis, piller les caisses, ces dirigeants s'entendent les uns avec les autres. Il n'y a pas de division à leur niveau. Donc, à notre niveau, nous les femmes, peut-être nous devons inciter la population justement à tenir compte du fait que la véritable guerre, c'est la guerre des classes. Les riches et les pauvres, le peuple et les gouvernants. Donc, nous sommes dans le camp des gouvernés et nous devons faire taire les querelles qui n'ont pas lieu d'être. Parce que le Cameroun est en train d'annoncer une phase décisive de son avenir. Je vais dire avenir politique, avenir social, avenir culturel même. Parce que la politique est au-dessus de tout. Lorsqu'on parle de décision politique, ça influence tous les aspects de la vie d'une société. Ça influence tous les aspects économiques, sociaux, culturels, etc. Donc, il faudrait peut-être une sorte de sensibilisation populaire pour dire aux uns et aux autres que il ne faudrait pas tomber dans le piège du régime qui, voulant s'éterniser, oppose les tribus. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que les femmes doivent prendre ce combat à bras le corps pour dire justement aux uns et aux autres que faisons taire les querelles, mettons-nous ensemble afin de mettre fin à la pérennisation du pouvoir du RDC, je vais dire M. Paul Biya, à la pauvreté, aux guerres même, parce qu'on a actuellement, au Cameroun, il y a des guerres. On a la guerre contre Boko Haram, on a la guerre qui persiste au Nozo. Mettre fin également peut-être à la dépravation des mœurs au niveau de notre jeunesse. On a vu dans les lycées les vidéos pornographiques,
excusez-moi le mot. On a vu également la consommation des stupéfiants. Donc, peut-être c'est ça qu'il faut faire. Il faut une sorte de sensibilisation très forte. Et appuyer, il faut une sensibilisation vraiment objective. Parce que la sensibilisation ne doit pas être subjective, dirigée vers une personne. Elle est objective parce qu'on se met ensemble pour dire aux uns et aux autres que Allô? Ah. Allô? J'espère que, je crois que Madame Flore a des problèmes de connexion. Oui. J'espère que ça va s'arranger. J'ai vraiment des soucis de connexion aujourd'hui, c'est vraiment très grave. Allez-y, terminez votre propos. Donc, je vais chuter en disant que le rôle des femmes n'est pas un rôle qui se dissocie du rôle des hommes. Il faut qu'on dise que c'est un rôle humain. Les femmes ont le même rôle que les hommes. Il faudrait que les femmes tiennent compte du fait que lorsqu'une femme se met au devant de la scène pour sensibiliser, elle est plus écoutée. Parce qu'on a l'impression, déjà, c'est très rare de trouver des femmes leaders d'opinion. Donc, lorsqu'une femme prend sur elle le courage de se lever et de dire c'est un homme de vérité, elle est écoutée parce que c'est très rare. Donc, il faudrait que les femmes peut-être se mettent en marche des discours de division et optent pour des discours rassembleurs. Donc, je vais chuter par là. Voilà, merci. Mais je vais relever à travers votre propos, hein, que ce soit Madame, que ce soit Augusta, hein, que ce soit Augusta et que ce soit Madame, que ce soit Flore qui vient parler. Vous avez relevé le fait de la non, je vais jamais le dire comme ça, de la non-représentation de la femme ou la sous-représentation de la femme, que ce soit en politique. Alors, mesdames, je voudrais qu'on en parle. Mais pourquoi est-ce que nous, les femmes, nous sommes sous-représentées? On va dire, disons, politiquement. Parce que la gestion de la politique, c'est ça. On peut se plaindre de certaines choses. Flore vient d'énumérer que ce soit la consommation des stupéfiants dans les lycées, la pornographie dans les lycées, la dépravation de mœurs, plein de trucs. Pourquoi est-ce que la femme camerounaise a du mal à s'impliquer davantage dans la politique? D'où le fait de sa sous-représentation que vous venez de souligner. Alors, Madame Mandin, est-ce que la femme est sous-représentée dans votre domaine? Vous êtes juriste. Commençons par là. Non, en fait, merci de... j'ai écouté très attentivement les précédentes intervenantes et j'étais vraiment fascinée par leur et sous-représentée, oui, vraiment, je ne suis pas sûre que je vais dire le contraire parce que c'est visible dans tous les aspects à différents niveaux. La femme dans son ensemble est sous-représentée. Mais moi, je voudrais regarder la question sous un aspect socio-culturel. C'est peut-être ceci qui va justifier justement cette timidité, cette faible présence de la femme au devant de la scène. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons que dans nos cultures, mais la femme, elle est en retrait. Elle est en retrait, elle est la mère, elle se contente de s'occuper de sa petite maison, de ce des tâches qui lui sont réservées. Et ça, c'est dans nos mentalités. C'est dans nos mentalités. La femme ne se met pas facilement en avant. C'est pour cela que quand il faudrait qu'elle prenne les devants, combien il y en a qui se lèvent pour donner, pour prendre position, combien il y en a pour créer, pour initier des actions, ne serait-ce que pour parler à ce niveau, combien il y en a? Je pense qu'il faudrait qu'on observe, on part de cette base-là, sur cette base-là. Et puis, je voudrais aussi dire que tout à l'heure, je crois que c'est Flore,
quand elle a parlé de la dépravation des mœurs qu'on observe aujourd'hui, est-ce que c'est la cause est-ce que c'est la femme? Moi, j'ai l'impression que, en fait, nous tombe sur la tête, on reçoit ça un peu comme un fardeau et on ne sait plus quoi faire. Et là, c'est les pouvoirs publics qu'il faut interpeller parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais malheureusement, qui passent à la limite, je veux dire, ils sont couverts. Il y a beaucoup de fléaux qu'on dénonce à la limite, mais qui restent impunis. Et moi, quand vous parlez, moi, je suis surprise, je suis un peu choquée qu'on ne mentionne pas les violences qui sont faites aux femmes. Combien de femmes sont de plus en plus tuées? Ça, c'est abussif au quotidien. Je ne parle pas des enfants qui sont kidnappés, qui sont violés, qui sont, oui, elles sont kidnappées et puis elles sont tuées. Ça, moi, je me dis, oui, et ça, je suis d'accord avec Flore, il faudrait que les femmes se mobilisent parce que quand on parle de climat qu'il faut apaiser, moi, je pense qu'il faudrait d'abord aller voir à ce niveau-là. En général, on dit que la famille est la plus petite cellule de base de la société. On ne peut pas parler, envisager une plus grande action, une action à une plus grande échelle, si au départ, on se concentre sur ces petites cellules familiales. Les violences partent déjà des cellules familiales que nous avons, dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles ces femmes elles sont éduquées, elles vivent dans leur milieu quotidien. Et maintenant, en fonction donc de ce qu'elles ont dans ce milieu-là, ce qu'elles ont reçu dans ce milieu, elles peuvent être soit au devant de la scène, soit alors malheureusement en retrait. Et on assiste donc à ce qu'on observe aujourd'hui, cette tiédeur, cette faiblesse dans les initiatives, dans les actions, à la limite cette absence ou même cette indifférence carrément face à tout ce qu'on dénonce aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que je pouvais ajouter comme autre conclusion. Gustave, ta perception? Oui. Comment? Quelle est ta perception des choses? Non, moi je pense que la première des choses sur laquelle il faut insister, c'est le fait que nous vivons dans une société patriarcale. C'est-à-dire, une société patriarcale, c'est quoi? C'est une société où ce sont les hommes qui dominent, qui font la loi et qui contrôlent l'ensemble de la société. À partir de là, évidemment, il est très compliqué. Alors, ce qu'il faut dire, parce que ma sœur qui vient d'intervenir disait que Corinne. Oui, hein? Corinne. Corinne. Oui, Corinne disait que effectivement dans nos sociétés traditionnelles comme ci comme ça. Mais ceci dit, toute l'Afrique n'a pas toujours été sous le patriarcat. On sait très bien qu'en Afrique, dans de nombreuses régions, il y avait des sociétés matriarcales où les femmes ont eu d'importantes responsabilités et étaient pleinement investies dans la vie publique. Sauf que la colonisation et l'introduction des religions monothéistes, je vous renvoie à Cheikh Anta Diop, par exemple, qui rappelle effectivement l'existence de ces sociétés matriarcales où la femme avait toute sa place. Elle n'était pas reléguée à la sphère privée seulement. Elle prenait place, on la consultait. Et il y avait d'ailleurs dans certaines régions du continent, il y avait l'Assemblée des hommes, l'Assemblée des femmes, et les deux chambres prenaient décision et se concertaient à la fin pour trancher et voir quelle était la position finale à prendre pour la gestion de la société. Donc, on était dans ces schémas-là. Sauf que, comme je le disais à l'instant, la colonisation et l'introduction des religions monothéistes nous ont amenés dans un schéma qui n'était pas le nôtre, un schéma patriarcal où effectivement la femme a été reléguée à la cellule familiale, à la sphère privée et n'avait plus de rôle véritablement public. Donc on est dans ce schéma-là maintenant. Et ce schéma a été évidemment renforcé et la relégation est encore plus grande du temps. Et les femmes sont évidemment dans toutes les sphères de la société. Les femmes
à force de combat, à force de volonté, etc., arrive à se hisser à tel ou tel niveau. Mais ça n'est pas une volonté des pouvoirs publics, ça n'est pas une volonté du pouvoir politique, bien au contraire. Bien au contraire. Et comme c'était très justement rappelé à l'instant, le taux de féminicide à l'échelle, par exemple, du continent, le Cameroun a un des taux de féminicide le plus élevé à l'échelle du continent, un des plus élevés. Donc, on voit que le statut de la femme est complètement, elle est vraiment sous domination. Et je voudrais aussi dire que quand on nous renvoie à ce qui se passe dans les établissements scolaires, l'exemple vient de haut. Au niveau du pouvoir, combien de scandales, de sextapes, de mauvaises exemples, de corruption, etc. L'exemple vient de haut. À partir du moment où vous avez au niveau des pouvoirs politiques des gens qui donnent ces mauvais exemples-là, comment ne voulez-vous pas qu'au niveau des plus jeunes, soit ça la référence? Aujourd'hui, la référence, c'est les premiers politiques sont systématiquement détournés. Les exemples comment dirais-je, de deuxième bureau, troisième bureau, etc., pratiquement systématisés. Et quand ça s'arrête là, le droit de cuissage est pratiquement institutionnalisé. Donc la femme n'est pas considérée dans nos sociétés. Quand vous voyez l'image de la femme, de réflexion que vous entendez sur les femmes en général, la femme n'est pas respectée à la mesure de ce qu'elle devrait être. Et moi, par contre, je abonde à 100% à ce qu'a dit ma jeune sœur tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, à faire notre adversaire, notre ennemi, parce que ça fait quand même 43 ans qu'on s'aperçoit qu'on contre les autres, on nous impose un système néocolonial qui est complètement extraverti, qui a vendu toutes les richesses du pays à l'extérieur, et le peuple, la grande majorité du peuple vit dans la misère, alors que le Cameroun est extrêmement riche et pourrait largement nourrir tous ses enfants. Donc, autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, je pense que notre sort est fondamentalement lié aux changements et aux transformations politiques qui pourront intervenir dans notre pays. Je ne vois pas comment le sort de la femme pourrait, de façon sérieuse et améliorer si le sort de l'ensemble de la population n'est pas amélioré. Par conséquent, ça veut dire un changement politique radical qui va évidemment, parmi les grands chantiers à prendre en main et à prendre en charge, prendra également celui de la situation des femmes dans notre pays. Je crois que c'est essentiel et je crois qu'il faut donc que tout ça pour chuter en disant qu'il faut donc que les femmes s'investissent de façon massive dans le combat politique qui est à l'œuvre aujourd'hui. Voilà, alors Flore, c'est toi. Oui, c'est Flore, hein. C'est à toi maintenant de nous parler de cette sous-représentation de la femme camerounaise. Tu as entendu les interventions de Madame Corinne, tu as entendu les interventions de Madame Augusta. Quel est ton point de vue maintenant sur la sous-représentation de la femme camerounaise sur le plan politique? Écoutez, les raisons, elles sont multiples. Elles sont d'abord d'ordre psychologique et d'ordre sociologique. Psychologiquement parlant, je pense que Mme Mandel a essayé de toucher un point sensible, les violences. Parce que lorsque les femmes, on en arrive encore à vivre dans une société où les femmes sont victimes de plusieurs types de violences. Violence physique, violence morale et même violence économique. Et lorsque ces femmes veulent s'organiser en mouvement pour contester cette violence, il y a des hommes, des suprémacistes masculins qui estiment que la femme devrait se soumettre, quitte à recevoir des coups, parce que c'est la réalité qu'on ne veut pas dire en public. Il y a encore des hommes qui tolèrent les violences. Ils disent qu'une femme têtue mérite d'être battue. Les violences morales sont parfois les humiliations qu'une femme va subir. Dans le secteur familial, le secteur matrimonial, c'est-à-dire à tous les niveaux, même dans le secteur professionnel. On a des femmes à qui on dit on ne peut pas te donner tel poste de responsabilité parce que tu es une femme. Parce qu'un jour, tu vas avoir des enfants, tu vas tomber enceinte et donc tu seras forcé d'avoir un congé de maternité. Mais c'est très grave. Donc, on est là en train de nous dire que
les femmes ne devraient pas enfanter si elles veulent avoir un emploi. Je parle là beaucoup plus du secteur privé. Et même le nombre de mois accordés aux femmes pour leur congé de maternité, c'est insignifiant. C'est très insignifiant. Donc, autant de choses qui font que la femme a peur et elle se dit, son rôle dans la société, c'est de se taire et de suivre l'homme. Ça, c'est pour les facteurs psychologiques. Maintenant, les facteurs sociologiques également. On a par exemple le fait que, sociologiquement parlant, on a encore un taux d'alphabétisation des femmes qui est très faible, qui tarde à atteindre les résultats escomptés. On a des zones au Cameroun où les femmes ne sont pas encore scolarisées, où des jeunes filles ne vont pas à l'école, où on apprend aux jeunes filles plutôt à anticiper sur leur futur rôle d'épouse. C'est-à-dire, elles ne vont pas à l'école et elles restent à la maison. Et on a même des religions. Je vais aborder, c'est une question sensible, c'est vrai, mais même la religion, parfois, a un impact sur ce frein, c'est-à-dire sur l'éclosion des femmes au niveau politique. Comment les femmes vont donc s'intéresser à la politique si elles ont autant de pesanteur? Parce que pour déjà s'intéresser à la politique, il faudrait qu'on ait une sorte de motivation qui est parfois impulsée par la société dans laquelle on vit. C'est vrai que je ne vais pas minimiser aussi la responsabilité des femmes elles-mêmes, qui parfois refusent de façon volontaire de s'intéresser aux questions politiques, en disant la politique, ce sont des questions trop compliquées, mais ça peut s'expliquer aussi. Parce que le milieu politique camerounais est très féroce, brutal. Quand vous avez dans un milieu politique, je parle beaucoup plus d'un point de vue de l'opposition. Vous avez dans un milieu politique où le parti au pouvoir muselle l'opposition de la manière la plus brute qui puisse exister. Parce que lorsque vous avez le toupet de manifester pacifiquement, par exemple, vous pouvez vous faire arrêter, ça c'est pas le plus grave. Vous pouvez vous faire juger devant le tribunal militaire et couper d'une lourde peine de condamnation à un emprisonnement ferme allant jusqu'à 7 ans. Est-ce que vous voyez donc les femmes, dans ce contexte précis, s'engager facilement en politique? Elles préfèrent attendre, quitte à ce qu'on vienne les chercher, genre lorsqu'il faut, parce que pendant les élections, il y a un quota de femmes à respecter dans chaque liste, que ce soit à l'élection municipale ou législative, il y a un pourcentage de femmes qui doit être représentées dans les listes. Donc, la plupart de ces femmes, donc, on les prend juste comme ça. Ça veut dire j'ai besoin d'une femme dans ma liste pour atteindre le quota. Je vais dans n'importe quel quartier et j'interroge n'importe quelle femme sur son âge, ses origines sociologiques, culturelles, pardon, etc., etc. Et je prends juste son nom, je mets quelle est une culture politique ou pas. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que il faut combler le vide il faut combler le vide féminin. Donc, c'est ça qui fait en sorte que on ait cette faible représentativité des femmes au niveau politique. Et les femmes même qui sont représentées au niveau politique, on a l'impression que c'est juste un rôle cosmétique qu'elles jouent. Parce que vous allez voir l'Assemblée nationale, par exemple, lorsqu'il faut aborder les questions essentielles, combien de femmes osent? Actuellement au Cameroun, on n'a pas un code de la famille. Mais très peu de femmes députées abordent cette question à l'Assemblée nationale. On dirait que ce n'est pas important. Mais quel pays peut vivre sans code de la famille? C'est le code de la famille qui est la base légale de l'organisation d'une famille qui est justement, comme Mme Mandel le rappelait, la cellule phare d'une société. C'est de la famille que quittent tous les principes et les valeurs qu'on va acquérir et appliquer dans la société et au quotidien. Mais on a des femmes qui vont à l'Assemblée nationale, toutes les sessions, et personne ne pose le problème du code de la famille, ça ne dérange personne. Même parlant de la question des violences faites aux femmes. Sur un plateau, j'avais abordé cette question et qu'une femme m'a répondu, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Et cette femme était du RDPC, elle m'a dit, vous voulez qu'on fasse quoi? Éduquez bien vos garçons. Basta. Donc, c'est bon. Éduquons bien nos garçons. Si un garçon va lever main sur une femme dans la rue, c'est de la faute de ses parents. Ça veut dire si vous, parents, vous avez donné de votre mieux pour transmettre des valeurs de probité à votre enfant, on vous accusera plus tard dans 50 ans. Lorsque cet enfant qui aura déjà atteint l'âge de la vieillesse avancée, lèvera main sur une femme. Donc, le cadre légal qui est censé encadrer, justement, protéger la femme qui est considérée comme le sexe faible,
est presque parfois bafouée. Donc, il y a tous ces manquements-là qui font que les femmes préfèrent se soumettre en silence. Parce qu'elles ont peur. Je pense même que le facteur psychologique est l'un des facteurs les plus importants. Parce qu'on est quitté justement, comme la dame me disait tout à l'heure, d'une société matriarcale à une société extrêmement patriarcale. Extrêmement patriarcale parce que lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, vous allez tomber sur des publications des suprémacistes masculins qui estiment qu'une femme qui fréquente déjà trop, c'est pas une bonne femme. Une femme, c'est celle-là qui doit se taire, élever les enfants, aller à l'église le dimanche, faire à manger à son époux. Elle ne doit pas poser de questions. Les décisions politiques ne la concernent pas. Mais on est là et tout le monde trouve que c'est normal. Je vais prendre un exemple simple. Parmi les super-mères actuellement au Cameroun, il n'y a pas de femmes. Il n'y a aucune femme qui est super-mère au Cameroun. Mais qu'est-ce que la femme, quel est donc le rôle de la femme qui représente plus de 50% de la population camerounaise? Mais comment on peut être les plus nombreuses? C'est-à-dire ce qu'on dit, une foule qui ne sait pas faire foule, une foule qui ne sait pas prendre son destin en main. Justement parce qu'on a mis dans la tête des femmes que la politique, elle est cruelle. Pire encore pour les femmes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, merci pour vos interventions. Et l'on se rend compte que là, vous avez vraiment touché, comment je vais dire ça? Vous avez touché le point qu'il fallait, vous avez touché là où ça fait mal, là où ça fait vraiment mal. Déjà, Madame Augustin, en terminant, elle a parlé d'un changement, d'une transformation radicale. Alors, moi, je vais vous poser, je vais vous demander, est-ce que vous pensez réellement qu'au vu de tous ces constats que vous nous avez présentés, des constats, ce sont des faits réels, le féminicide au Cameroun, c'est un fait réel, tout ça, que ce soit l'élément socio-culturel dont a touché Madame Corinne, tout ça c'est réel. Mais est-ce que vous pensez que la femme camerounaise, elle est prête pour un changement véritable, pour véritablement occuper sa place? Certes, on est passé du matriarcat au patriarcat, mais je pense qu'une société, elle doit se construire de manière égalitaire, hein? L'apport de l'homme et l'apport de la femme. Là, on va, comme vous l'avez vraiment relevé, on va toucher dans les traditions, dans les coutumes et tout ça. Pensez-vous vraiment que la femme aura le courage d'accepter, d'embrasser cette transformation? En fait, j'ai envie de dire, entre guillemets, une sorte de libération qui va la permettre de manifester son réel potentiel pour pouvoir prendre sa place dans la société camerounaise. Et la transformation, le changement ne se fera pas sans elle. Non, ça ne se fera pas sans la femme camerounaise. Pensez-vous qu'elle ou nous aurons le courage? Oui, on revient à vous. Alors, je suivais vraiment très attentivement et j'étais contente de voir la chute. On ne vous entend pas bien. On n'entend pas. On n'entend pas. Corinne, on ne vous entend pas. Ah bon? Il y a un problème au niveau du son, là. Oui. Bon, vous m'entendez maintenant? Il y a des petits bruits. On vous entend, mais il y a des petits bruits. Oui, il y a beaucoup de bruit autour. Je ne sais pas pourquoi cela est plus, ça n'a pas changé. Je ne sais pas. Mais là, vous m'entendez? Bon. Un tout petit peu. Pas très bien. Oh, je sais. Je sais que je vais quand même essayer. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Là, oui, là, tout de suite, oui. Alors, donc, je disais, oui,
la femme est... Je crois que la femme est prête. Parce que il suffit simplement qu'on voit tout ce qu'il y a comme action que les femmes prennent. Mais on a l'impression qu'il y a, et là je rejoins ce que Paul disait tout à l'heure, elles ont un peu peur. Ah, elles ont peur. Mais pour cela, il faudrait, il faut une sensibilisation, une éducation. Une éducation. On ne peut pas passer d'une éducation que nous avons reçue sur le plan social, et là je le mentionnais tout à l'heure, et comment se retrouver de l'autre côté au devant de la scène. Vraiment, je pense qu'il faudrait une évolution étape par étape. Il y en a déjà qui le font. Malheureusement, elles ont des réactions négatives. Elles subissent des violences de la part des hommes qui ont le pouvoir. Elles se font un peu comme cela a été mentionné au début. Les personnes qui ont été arrêtées, qui ont été violentées, c'est qui sont au devant de la scène. Donc, c'est les dates qu'ils ont posées. Mais il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité. Pour qu'on aille, qu'il y ait cette espèce de foule qui foule. Pour en fait. Parce que là, on est facilement parce que les femmes se mobilisent, mais non, il y a comme des barrières, comme des murs, on se bute un peu comme si on bute devant un mur. Donc, moi, ce que je peux proposer, c'est au départ, il faudrait qu'elles soient éduquées. C'est très important. C'est important qu'on pense à l'éducation. Que cela va contribuer à faire bouger un peu. Voilà. J'espère que je me suis fait entendre, hein, parce que, comme tout à l'heure, là, au début, ça passait pas. Ben, vous étiez en train de dire vraiment des choses très intéressantes. Oui. Donc, on n'a vraiment pas tout saisi. On essayait de lire sur vos lèvres ce que vous étiez en train de dire. Moi, ce que j'ai retenu à la fin, vous étiez en train de proposer l'éducation, la sensibilisation. Bon, j'espère que les autres ont saisi et compris la pensée que vous étiez en train de véhiculer par rapport à cette question. Alors, Madame Augustin, hein, la transformation radicale, profonde, la femme camerounaise, elle est prête? Oui, moi je pense qu'elle est prête tous les jours dans notre société. On voit des manifestations montrant que les femmes se mobilisent dans tel ou tel domaine, dénoncent ce qu'elles subissent, ce qu'elles vivent, que ce soit par rapport au féminicide, que ce soit par rapport à... Elles se battent également pour prendre toute leur place dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique, dans le domaine culturel. On voit les femmes qui se battent véritablement, qui mobilisent leurs propres énergies pour effectivement exister dans tous ces domaines-là. Mais par rapport à votre question, ce qui fera la différence, c'est que si vous avez une puissance publique, un pouvoir politique qui est aux affaires et qui crée les conditions maintenant de l'émancipation des femmes dans notre pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire une législation qui interdit toute violence faite aux femmes, une législation qui promeut l'égalité dans tous les domaines, dans le domaine économique, social, politique. Tout à l'heure, il a été dit qu'il y avait des quotas. Il n'y a pas de quotas imposés au Cameroun. Hein. Il n'y a pas de quotas qui soient imposés. Il y a des pays où tu ne peux pas présenter une liste
au niveau des législatives, au niveau des municipales, etc., sans qu'il y ait tant de pourcentage de femmes. Chez nous, ce n'est pas le cas. Par contre, ils le font parce qu'ils savent très bien que quand même, personne ne comprendrait qu'il n'y ait aucune femme, par exemple, dans une liste au niveau des législatives ou au niveau des municipales. Mais il n'y a pas un quota véritablement imposé. Tel que ça existe ailleurs. Et ça, c'est dommage. Parce que, effectivement, quand il y a un quota imposé, ça veut dire que la liste n'est pas recevable s'il n'y a pas 50% de femmes, par exemple. Et si tu n'as pas 50% de femmes sur ta liste, eh bien, on rejette ta liste, purement et simplement. Ce qui veut dire qu'effectivement, tu es obligé de trouver. Alors, je suis d'accord sur le fait que quand on impose des quotas, on va nous dire oui, mais on va prendre n'importe quelle femme. Mais c'est à force d'imposer des femmes au niveau des listes, etc., qu'on va forger et former des femmes aussi à la chose politique, à la chose publique. C'est comme ça qu'on va, on va bien trouver dans cette masse de femmes des femmes qui vont sortir du lot, etc. Et même celles qui au départ ne sont pas formées, elles vont finir par se former immanquablement, parce que vous ne pouvez pas vous trouver en responsabilité à tel ou tel niveau et ne pas essayer de vous former. Donc, cette politique volontariste, je pense, peut créer une dynamique telle que, effectivement, à un moment donné, les femmes prennent toute leur place. Mais je veux dire que, et là, je pense que aucune femme, quelle est la femme qui va refuser, par exemple, qu'on lui fasse toute sa place sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel, etc. Quelle femme, enfin, je veux dire que quel être humain refuserait qu'on lui donne une égalité, enfin, une place égale à celle des hommes, je ne vois pas. Et je pense que, par exemple, ce qui se passe au niveau de la tradition, c'est parce qu'on veut se conformer à l'image qu'on se fait de la femme. On veut se conformer, on subit la pression sociale en général. Parce que si vous ne vous conformez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes marginalisé, on vous rejette. Donc, du coup, vous acceptez des choses que dans le fond, vous n'accepteriez pas. Mais maintenant, si sur le plan juridique, si sur le plan des services qui sont offerts aux femmes, on peut maintenant se défendre, on peut ne plus accepter, on peut aller revendiquer des choses, etc. Je ne vois pas quelle femme va le refuser. Et effectivement, l'éducation est essentielle. L'éducation est essentielle. On le voit d'ailleurs. Plus les femmes sont éduquées, plus elles revendiquent leur place, plus elles prennent leur place. Et l'éducation et surtout l'indépendance économique. Parce que quand on est dépendante d'un homme, évidemment que celui dont on est dépendant, c'est lui le maître du jeu, bien évidemment. Donc, il est essentiel que les femmes aient toute leur place également sur le plan économique et surtout que cette place soit, comment dirais-je, soit… parce qu'aujourd'hui, elles ont une place, mais quelque part, elles sont dans le secteur informel pour l'essentiel. Donc, qu'elles soient pleinement reconnues. À partir du moment où votre place est pleinement reconnue, ça change complètement la donne. Et ça veut dire qu'on crée aussi les conditions pour que les femmes qui mettent au monde et qui permettent effectivement la reproduction de l'humanité ne soient pas pénalisées pour cette raison-là. On dit, oui, la femme, mère de ceci, mère de cela, mais on ne crée pas les conditions. Ça veut dire qu'on crée aussi les conditions pour que effectivement, une femme qui travaille ne soit pas là à se dire mais qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant, etc. Donc, on crée aussi les conditions d'accueil pour les enfants, les petits-enfants, etc. Que la femme ne soit pas contrainte de rester à la maison pour garder son enfant parce qu'effectivement, elle n'a pas de possibilité de le faire garder. Et dans la famille, il n'y a pas forcément quelqu'un qui peut être à disposition pour garder l'enfant. Et peut-être qu'elle n'a pas les moyens aussi de prendre comment dirais-je, de payer quelqu'un pour garder son enfant. Donc, parce que ça signifie que dans ces conditions-là, elle est obligée de se débrouiller toute seule. Sauf que si on reconnaît pleinement son rôle social, y compris en tant que mère, on crée les conditions pour que les enfants soient accueillis et que la femme ne soit pas pénalisée dans son rôle social, dans son rôle public, dans sa comment dirais-je, au niveau professionnel, etc. Donc, il y a l'aspect juridique aussi, émettre des lois qui ne permettent plus à aucun homme de lever la main sur sa femme ou sur une femme en général.
qui ne permettent plus de manquer de respect à une femme, de quelque manière que ce soit. Ça, je veux dire que sur le plan juridique, il y a un ensemble de choses à mettre en œuvre pour obliger l'ensemble de la société à respecter les femmes. Ça, c'est essentiel. Évidemment, il y a, on l'a déjà dit, sur le plan de l'éducation, accélérer les programmes pour que les femmes puissent aller à l'école, puissent être alphabétisées, puissent éduquer, puissent accéder à tous les postes sur le plan professionnel, à tous les postes, et qu'elles aient le même salaire que les hommes également, qu'il n'y ait pas de disparité salariale. Ça, c'est tout à fait essentiel. Bref, il y a un ensemble de choses. Et si on met ces choses-là, mais ça relève de la volonté politique. La volonté politique est essentielle. Si vous avez la volonté politique, après, vous créez les conditions. Il ne suffit pas d'avoir de la volonté politique et d'aller dormir. Si je dis j'ai la volonté politique, je mets en œuvre un ensemble d'éléments qui vont permettre, qui vont créer les conditions pour que les choses se fassent. Et y compris en ne permettant plus à aucun homme de faire quoi que ce soit contre une femme, au risque effectivement d'être jugé et d'être condamné. Hein, parce qu'il faut juger la personne et il faut la condamner. Ça n'est pas acceptable qu'on méprise et qu'on maltraite les femmes comme on le fait aujourd'hui chez nous. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on met tout ça en place, même sur le plan traditionnel, ça va bouger. Ça va bouger parce qu'on ne va plus considérer que la femme, c'est une moins que rien parce qu'elle est femme, tout simplement parce qu'elle est femme. Elle a droit à au moins un bon morceau au niveau de l'alimentation. Il faut qu'elle se rase les rites de veuvage, etc. Tout ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut arrêter de dire c'est la tradition. Il y a des traditions qu'on a abandonnées parce qu'on a estimé qu'elles étaient dépassées, elles étaient dégradantes. Les traditions qui sont dégradantes pour la femme, il faut qu'on les laisse, qu'on les mette de côté. Je suis désolé, il faut pouvoir le dire. Il ne faut pas dire comme c'est la tradition, on est obligé de le faire. Ce n'est pas vrai. Même les traditions ont changé. Les traditions ont évolué. Elles bougent aussi parce que tout ce qui est humain, tout ce qui est vivant bouge. Les choses évoluent, même si ce n'est pas suffisamment rapide, mais ça évolue quand même, d'une manière ou d'une autre, ça évolue. Pas suffisamment rapidement à notre goût, mais ça évolue quand même. Donc, il y a des traditions qui sont dégradantes, qui sont humiliantes, qui maintiennent la femme comme un être inférieur. Je pense aux mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas mutiler une femme parce qu'on ne veut pas, soi-disant, elle n'a pas le droit au plaisir, parce qu'on pense qu'elle va aller maintenant coucher avec plein d'hommes ou des bêtises, etc., où on va s'appuyer sur le fait religieux. Alors que, justement, dans les religions, quand vous lisez les principaux, les livres religieux au niveau du christianisme ou au niveau de l'islam, personne n'a dit qu'il fallait aller, comment dirais-je, mutiler les femmes sur le plan génital pour les maintenir à côté de leur homme. Personne n'a dit ça. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place pour effectivement asseoir la domination sur la femme. Et il faut que ça s'arrête. Voilà ce que je peux dire. Excusez-moi, j'ai un peu été longue, mais voilà un peu en gros. Non. En fait, c'est ça aussi le but de l'émission, que les invités puissent parler librement, exposer leurs pensées de telle manière qu'on puisse comprendre, échanger. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer aux auditeurs ce que vous avez à dire. Alors maintenant, on va se tourner vers Flore sur votre perception de la transformation radicale, véritable. Hein, parce que nous pensons tous, s'il y a transformation radicale, profonde de la femme au Cameroun, de la société camerounaise. Avant que Flore ne parle, excusez-moi, juste une chose. Je voulais dire que si on arrive à faire ces transformations-là, au niveau comment dirais-je, de la prise en main de cette question-là, d'abord au plan politique et puis ensuite on le décline, etc., vous verrez que même les hommes seront beaucoup plus épanouis. Beaucoup plus épanouis. Ils ne seront pas dans un rapport de domination qui vous met même vous-même mal à l'aise, parce qu'il y a aussi une image à tenir, il y a aussi une espèce de pression où il faut jouer le super mâle, là, le super homme et tout ça, alors qu'on est un être humain comme tout le monde. Vous verrez que tout le monde y trouvera son compte. Bien sûr les femmes, mais aussi les hommes, qui seront dans un rapport... et les enfants, bien entendu, et les enfants, on sera dans un rapport équilibré.
où tout le monde pourra s'épanouir et y trouver son compte. C'est là-dessus que je voulais finir. Je m'excuse. D'accord. Claude, vous avez la parole sur cette question de transformation est-ce que la femme camerounaise est prête à cette transformation profonde et radicale? Est-ce qu'elle est prête à aller vers son destin? Bon, déjà, oui, de prime abord, si vous permettez, j'aimerais dire que Madame Augusta est prête, Madame Manden est prête, moi également, je suis prête. Il y a des tas de femmes aujourd'hui qui sont leaders d'opinion, qui sont également prêtes. Déjà, le but primordial, c'est de ne pas minimiser les efforts qui sont déjà consentis pour faire en sorte que la femme puisse s'émouvoir sur le plan du leadership politique, social, culturel. Déjà, il y a ce constat qui fait en sorte que depuis les années 2011, bon, je vais peut-être me tromper, si je me trompe, vous me corrigez, depuis les années 2011 qui ont vu apparaître à l'élection présidentielle 2 femmes candidates, je parle là de Mme Kawala et Mme Esther Dan, on a vu de plus en plus des femmes commencer à s'exprimer sur la place publique et à prendre position, surtout en faveur de l'opposition. Et ces efforts ne sont pas à minimiser dans notre contexte qui est très difficile pour la femme. Donc, il faut encore faire, bien sûr, il y a encore à faire. Hein. Madame Augusta et Madame Mandé ont d'ailleurs beaucoup expliqué. Elles ont parlé de l'éducation, c'est vrai, elles ont parlé de la formation et Madame Augusta est allée plus loin en parlant, par exemple, de l'autonomie financière, qui est, ma foi, est vraiment la clé de voûte. Parce qu'une femme dépendante financièrement ne peut rien faire. Et on le voit tous les jours dans notre société. C'est celui qui est au-dessus de vous financièrement qui est le patron. C'est lui qui vous dit quand est-ce que vous devez rire. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Donc, il y a déjà ces efforts qui sont consentis. Il y a encore à faire, évidemment. Et il y a encore des lois, comme je dis, qui devraient être adoptées pour permettre aux femmes de mieux s'épanouir, pour protéger davantage l'intégrité des femmes, l'intégrité physique et l'intégrité morale. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a encore une situation matrimoniale qui s'appelle le concubinage, qui n'est pas encore vraiment organisée par la loi. On a encore des couples qui se forment de façon clandestine, qui vivent toute une vie, par plusieurs années, ont des enfants. Et au moment de la séparation, on vous brandit la loi qui dit, vous, la femme, vous n'avez droit à rien parce que vous n'étiez pas mariée au monsieur. Et au Cameroun, le concubinage n'est pas encore légalisé comme il le faut. Récemment, on a vu une loi récemment qui disait qu'on pouvait transcrire la transcription de la dot au niveau de la mairie, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les conditions qui sont derrière cette transcription ne sont même pas luisantes pour la femme. Donc, il faudrait déjà que la femme sente vraiment que dans cette société, elle est protégée. Et la protection, elle est légale. C'est pas une protection verbale. Il faudrait adopter des lois qui permettent justement aux femmes de se sentir protégées et épanouies. Parce que dès lors qu'il y aura épanouissement sur tous les plans, le reste va suivre de façon naturelle. Déjà, il faudrait que les femmes s'éduquent un peu plus. Le taux d'alphabétisation qui est encore bas doit pouvoir atteindre le pic idéal. Ensuite, lorsqu'elles se seront éduquées, elles doivent se former et maintenant, on leur permet de s'exprimer. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont des leaders d'opinion qui ne peuvent même pas avoir tribune pour pouvoir exprimer leurs idées parce qu'on estime qu'elles sont des révoltées. On a vu le cas récent avec le rédacteur de Mme Maximilienne Ngombe qui a été muselé. Ce n'est pas normal. On a une femme comme Mme Maximilienne Ngombe qui défend les droits de l'homme. Les faits parlent pour elle. Mais vous avez un ministre qui s'est autoproclamé Moulinex, qui décide de broyer justement ce mouvement qui, pour moi, est beaucoup plus féministe qu'autre chose. Parce qu'on a une femme qui ose dire, moi, je défends les droits de l'homme contre l'autorité du RDPC, contre le pouvoir autoritariste. Mais on est en train de museler cette femme et ça passe vraiment sous silence. Ça passe sous silence parce que moi, je me dis que ce que les gens devraient faire, il y a des gens qui ont estimé que oui, Monsieur Moulinex a raison parce que cette femme, justement, elle cache des dessins inavoués, elle financerait le terrorisme, etc., etc. Vous voyez là, il y a une femme qui est en train d'être muselée sous nos yeux. Et ça passe vraiment crème.
Mais comment les femmes, donc, en voyant ça, vont se dire, moi, je ne peux pas lancer mon mouvement, on va me faire la même chose. Ou alors, si je lance mon mouvement, je fais comme le professeur Justine Difo. Je me range du côté du pouvoir et je mange en silence. Vous voyez que c'est autant de choses qui font en sorte que les femmes se disent, OK, d'accord, on peut peut-être s'exprimer, mais attention, en face, on a quand même, on a des hommes qui sont assez agressifs. Parce qu'il y a des femmes même qui le disent avec en fanfaronnant que ce sont les hommes qui commandent dans la société camerounaise. Et qu'une femme qui ose lever la tête devant un homme va se faire écraser. C'est des discours qu'il faut plus tenir en 2025. On a traversé cette étape depuis longtemps. Parce que lorsqu'on a justement proclamé le 8 mars comme la journée internationale des droits de la femme, c'était pour faire taire ce genre de barbarisme. Donc, ma foi, il faudrait que les gens puissent laisser les femmes réellement s'exprimer. Parce que je vais prendre mon exemple personnel. En 2019, j'ai manifesté contre le régime de M. Biya. Je réclamais justement la libération de M. le président national du MRC, Maurice Kamto, Mme Maître Michel Ndoki et de tous ses alliés. Je réclamais également beaucoup d'autres revendications sociales. J'ai été arrêtée, embastillée et on m'a amené un matin, sans me mettre sous mandat de dépôt, à la prison centrale de Konengi, où j'y ai passé plusieurs semaines. Mais je ne vous dis pas les commentaires que j'ai lus sur mon arrestation sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Au lieu d'aller se marier, de s'occuper de ses enfants, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Mais vous voyez que les gens trouvent normal qu'on arrête une femme parce qu'on estime que sa place est à la cuisine. C'est très, très grave pour moi parce que on est en train d'envoyer un autre message implicite aux femmes qui ne se sont pas encore engagées. Celles qui vont oser vont subir le même sort. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais déjà, ce qui est déjà là, je félicite toutes les femmes qui osent se lever et dire non, stop. Vraiment, il faut avoir un courage je vais dire de lion, oui, de lion, parce qu'on parle des femmes. Il faut avoir un courage de lion pour oser le faire au Cameroun. Donc, il faut saluer les efforts qui sont consentis, mais évidemment, conjurer ou bien faire une sorte de synergie pour promouvoir davantage, plus d'implication des femmes. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, comme vous l'avez dit, hein, justement, comment je vais dire ça, à cette année, à ce moment charnière dans lequel se trouve le Cameroun, nous tous on le sait, c'est l'année électorale. Et vous l'avez dit tout à l'heure qu'il faut saluer, il faut reconnaître que celles qui sont déjà sur le devant de la scène, celles qui sont engagées, des femmes, que ce soit comme toi, Flore, qui ont subi voilà, le Moulinet du Cameroun, ou que ce soit Madame et Pagna. Je crois que ce sont des femmes en réalité qui doivent être, j'ai envie de dire, dressées, montrées comme des rôles modèles. Parce que dans vos propos d'avant, que ce soit vous deux, vous avez parlé de la foule. Parce que dans cette foule de femmes, il y a encore beaucoup, sans toutefois indexer tout le monde, mais j'ai envie de m'exprimer ainsi, il y a encore beaucoup qui ne, je vais mettre entre guillemets, beaucoup qui ne comprennent pas, beaucoup qui comprennent, mais le mot peur est beaucoup revenu tout à l'heure, et celle déjà devant, comme vous qui avez compris, qui a pris le devant. Il faudrait donc pouvoir présenter celle-là comme des rôles modèles à la femme camerounaise. Gustave, tu as parlé tout à l'heure de changement de mentalité. Alors, ma question, c'est celle de savoir, mesdames, comment préparer la femme camerounaise à un changement de mentalité qui va la permettre de prendre conscience de ce qu'elle est. On l'a dit à l'introduction, elle est le pilier, elle est la mère de l'humanité, elle est celle qui stabilise, tout ça, on le sait. On va accéder à ce changement de mentalité qui va la propulser dans la dimension où elle va occuper, elle va prendre place. On ne parle pas de celles qui l'ont déjà.
du restant. Et vous l'avez souligné. Je ne sais pas qui nous a donné les statistiques, je crois 52% de femmes. Dans la Je crois, société. Augusta, c'est toi qui as dit. Oui. On est en train de perdre Flore. Et je crois que je vais. Et on a perdu, comment elle s'appelle, Corinne. On a perdu Corinne, on a perdu Flore. Ben, non, Flore arrive, je crois. Elle est en train de se. Je vois que ça tourne, oui. Ça... Oui, ça, elle a dit tout à l'heure qu'elle avait un problème de connexion. Alors, on va continuer. Oui. Je crois qu'elle va revenir. Ah, voilà. Corinne est revenue. Corinne est revenue. On t'avait perdu tout à l'heure. Ouais. Oh là Mais là, écoute, bon voilà, je redonne je résume encore la question. Comme ça, Corinne, tu vas l'écouter. On a parlé de la transformation tout à l'heure. La transformation, est-ce que la femme camerounaise, elle est prête? Je crois que tu étais la première à intervenir là-dessus. Maintenant, est-ce que la femme, comment est-ce que le changement de mentalité de la femme camerounaise peut s'opérer afin qu'elle puisse prendre réellement la place qui est la sienne dans la construction, le développement de la société camerounaise. Là, ici, je le dis bien, on ne parle pas de celles qui sont déjà au devant de la scène, qui peuvent être utilisées comme des rôles modèles pour d'autres. Alors, Augusta, je me tournais vers toi, puisque le mot changement de mentalité est sorti. Sinon, ça ne me dérange pas que Corinne commence, mais bon, il n'y a pas de problème. Ah, mais Corinne, vas-y. Oui, avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Allez, Corinne, vas-y. Pendant qu'elle est là, il n'y a pas de problème. Ok, vas-y, Corinne. Alors, moi, je pense que je disais tout à l'heure, c'est un processus qui va progressivement. Et malheureusement, on ne peut pas se passer de celles qui sont déjà sur le devant de la scène. Parce que c'est elles qui impulsent, c'est elles qui montrent, c'est elles qui sont des modèles, en fait. Et elles encouragent les autres à suivre. Et vraiment, je suis convaincue que la mayonnaise est en train de prendre. Et la mayonnaise est en train de prendre. C'est gênant parce que malheureusement, on a de l'autre côté les hommes qui prennent des décisions et comment est-ce que je veux dire, qui sont violents envers elles. C'est-à-dire qu'il y a des interdictions et autres. Mais je dis, c'est bon signe. C'est un processus. Alors, vous me suivez? Oui, très bien. Très bien. Très bien. C'est bien. Le son est bon là. On entend bien. Ah, parce que je vous voyais plus sur l'écran. Non. Non, tais-toi. La technique t'a mis seule sur l'écran à un moment. On te suit. D'accord. Je disais que vraiment, c'est un processus. Il est peut-être lent, mais à force d'éduquer, de former, de sensibiliser, je pense que la mayonnaise va davantage prendre. J'en suis convaincue. Je suis convaincue. Et je pense que c'est le plus important aussi, c'est ces femmes qui doivent être devant. Parce que c'est elles qui inspirent. C'est elles qui sont les leaders. Et leaders, c'est bien. Allô? Elles deviennent la boussole. Elles deviennent la boussole. La boussole. Boussole. Et ça, c'est très important. Très important. Mais avant que je ne disparaisse tout à l'heure, là, Augustin a dit quelque chose d'important. C'est-à-dire, les hommes, il faudrait qu'on prenne des mesures pour rassurer, pour encadrer sur le plan juridique, pour protéger davantage les femmes. Parce que tant qu'elles n'ont pas cette assurance, tant qu'elles n'ont pas ces mesures de précaution, il y aura toujours une espèce de vague. C'est-à-dire, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Alors qu'on a besoin d'avancer et de foncer vraiment. Parce que à la limite, c'est pour notre libération, c'est pour notre épanouissement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ok, voilà. Voilà. Augusta, tu prends la parole?
Oui, oui, oui. Moi, j'abonde tout à fait dans le sens de Corinne, hein. J'appuie vraiment ce qu'elle vient de dire. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter à ce qu'elle a dit, que je reprends tout à fait à mon compte, c'est le fait que je pense qu'il faut que les femmes s'organisent. C'est-à-dire que dans des collectifs, dans des organisations qui existent déjà, des associations, dans des partis politiques, en tout cas, il faut qu'elles s'organisent, qu'elles ne soient plus isolées. Plus il y aura de femmes organisées, et être organisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un collectif, qu'on n'est plus seul face à ces problèmes. Et dans le cadre de ce collectif, on pose des revendications, on pose des questions qu'on veut voir prises en compte par l'organisation, par l'association, par le collectif. Donc ça, c'est la première, et c'est un point d'appui essentiel parce que ça donne de la force, ça donne du courage, ça donne l'envie d'aller de l'avant. Donc, effectivement, il y a peut-être les femmes qui sont déjà là, etc. Mais ces femmes-là, si elles restent des exceptions, parfois, ça peut faire ça peut faire peur, ça peut faire l'effet inverse de celui qu'on recherche. Parce qu'on va dire oui, mais oh là là, celle-là, elle est déjà trop loin, non, vraiment, moi, c'est trop compliqué, etc., etc. Je ne peux pas arriver à ce stade-là. C'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est à l'échelle du quotidien. Les mamans qui font le petit commerce, les bayam salam, les organisations au plus petit niveau, au niveau villageois, au niveau du petit commerce, au niveau de toutes les structures où vraiment les femmes souffrent particulièrement. Il faut s'organiser, il faut se mettre en collectif, il ne faut pas être seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à partir du moment où on est en collectif, les problèmes ne sont plus individualisés. Les problèmes deviennent l'affaire de tous. Et même dans le contexte actuel, qui n'a pas encore changé, qui n'est pas encore le contexte qu'on voudrait, hein, en tout cas pour ceux qui veulent un changement politique dans ce pays, et nous, UPC Manidem, évidemment, on en fait partie, on se bat pour ça depuis 1948. Donc, même si on n'est pas encore dans ce changement-là, le pouvoir prétend qu'il y a une responsable aux affaires féminines, il y a ceci, il y a cela, il y a une maison de la femme. Je crois et il y a soi-disant au niveau, on peut aller porter plainte dans tel ou tel cas. Il faut les prendre au mot. Il faut les prendre au mot. C'est-à-dire que quand il y a par exemple un féminicide, il faut que ces collectifs-là, qui ont été préalablement mis en place, se coalisent, se mettent ensemble et disent ça suffit. Maintenant, il faut que vous preniez des mesures. Même si on est dans le contexte de Paul, le régime de Paul Biya actuel, là, qui fait aussi peu pour l'ensemble de la population et encore moins pour les femmes. Même dans ce contexte-là, il faut revendiquer, il faut faire des démarches, il faut aller dénoncer quand il y a les femmes sont violentées, brutalisées, mises au banc, etc. Il faut le faire. Mais évidemment, on ne peut le faire que si on est organisé. C'est pour ça que je dis que la première des choses pour moi, c'est se mettre ensemble, s'organiser dans des cadres existants déjà, ou alors créer des collectifs partout au plus près de tous ceux qui souffrent, et notamment des femmes. Il faut poser les revendications très clairement. Très clairement, il faut dire, bon, ça. Maintenant, on va aller voir la ministre des Affaires féminines ou la représentante des Affaires féminines dans la région et ainsi de suite. On va aller au commissariat porter plainte par rapport à telle ou telle situation. Une petite fille de 14 ans qu'on oblige à se marier avec un vieux de 50 ans ou 60 ans ou je ne sais combien, on va ensemble et ainsi de suite. Je crois qu'à partir du moment où on va, il faut aussi qu'on apprenne à revendiquer, à protester, à contester, à dénoncer. Il faut apprendre. Tout ça, c'est une espèce d'éducation civique et d'éducation à la citoyenne. Et il faut qu'on prenne notre place. Et notre place, on ne peut la prendre que si on est organisé collectivement et qu'on apprend à revendiquer, on apprend à prendre le pouvoir en place, même si c'est lui-là aujourd'hui, au mot. Et aller porter nos revendications là où on doit les porter. Évidemment, dans la perspective d'un changement profond, comme on le disait tout à l'heure. Hein, la perspective, c'est qu'on chasse ce pouvoir, je me suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, il faut vraiment le dire comme ça, et qu'on puisse enfin construire un pays prospère
qui prennent en compte l'ensemble de la population et qui répondent aux besoins de l'ensemble de la population en mettant tous les biens et toutes les richesses dont nous disposons à la disposition du peuple et pour répondre aux besoins du peuple. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Déjà, l'organisation collective et l'explicitation de nos revendications et les porter là où il faut. Voilà, moi, je pense qu'il pourra faire bouger les lignes et montrer que ce n'est pas seulement la femme qu'on met devant parce qu'elle est responsable de je ne sais quelle chose extraordinaire, mais même la femme du peuple, elle est tout à fait, elle porte énormément, elle porte sa famille, elle porte la communauté, elle porte, etc. Donc, c'est des femmes qui sont extraordinaires, sont des héroïnes, véritablement. Peut-être plus que certaines qui sont devant et qu'on voit là. Donc, parce qu'elles font des choses extraordinaires, vraiment extraordinaires, hein, vraiment en 2 mots. Donc, je pense qu'il faut il faut qu'elles prennent conscience de ça. Et qu'on aide à l'organisation de ces femmes. Si on a un travail à faire, c'est celui-là. Plus les gens seront organisés et plus on fera bouger les lignes, que plus ils s'exprimeront en tant que citoyens et plus en tant que citoyenne et en tant que citoyen en général. Voilà. Merci, hein. Merci Augusta pour ton propos. Alors Flore, tu nous es revenue. Alors la question, c'était de savoir comment est-ce que le changement de mentalité pourrait s'opérer au sein de la femme camerounaise pour qu'elle puisse prendre la place. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Ben voilà, je vais donc proposer à la technique de Elle va revenir. Oui, elle va revenir. Je vais lui poser, on va lui passer la parole. Mais là, je vais demander à la technique de nous faire passer l'élément qu'on a préparé dans le cadre de cette émission. Certaines femmes, la parole a été donnée à certaines femmes. La technique, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va et vous? Je me porte bien. Merci. Est-ce que je peux me permettre de vous poser des questions? Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous entendez par liste électorale d'après vous? D'après moi, la liste électorale est un document où les électeurs inscrivent leur nom. Ok. Vous dites que c'est un document dans lequel les électeurs inscrivent leur nom, soit le document dans lequel les noms des électeurs sont inscrits. Oui. Ok, nous allons continuer. Pourquoi il faut publier la liste électorale d'après vous? On publie la liste électorale selon moi pour vérifier s'il y a nos noms inscrits sur la liste. On fait ça pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour baisser la tension dans le pays pour préserver la paix d'après vous? Bien, d'après moi, pour préserver la paix, premièrement, il faut d'abord la crainte de Dieu. Deuxièmement, il faut que tous nos dirigeants respectent la loi et la Constitution, y compris aussi les citoyens, aussi respectent la Constitution. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à nos questions. Agréable et bonne journée. Merci. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous entendez parler des listes électorales? La liste électorale est la liste dans laquelle on enregistre les électeurs. On enregistre les électeurs. Vous dites, et pourquoi il faut publier la liste électorale? On publie la liste électorale pour la vérification. Oui, en vue de vérification. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser la tension dans le pays pour préserver la paix? Respecter la loi, respecter la règle. On a effectué un petit micro-trottoir, hein, où on a posé quelques questions à ces deux femmes, à ces deux dames. Je ne sais pas si Flore est toujours là avec nous ou si on l'a nouveau perdu. Parce que pendant que l'élément passait, j'ai vu qu'elle était revenue sur le plateau. Ouais. Alors, on va
tout doucement cheminer comme ça vers la fin de cette émission. Ouais. Alors, la question que j'ai envie de vous adresser, mesdames, comment faire en sorte que les prochaines élections se déroulent dans le calme et le respect? Je pense la femme camerounaise que vous êtes. On donne la parole à Corinne avant qu'elle ne s'en aille. Corinne, un peu plus fort. Un peu plus fort, Corinne. Oui, ça y est. Plus fort. Oh là. Voilà. Donc, je disais merci pour la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens. Moi, j'insiste, je suis convaincue que il faut vraiment davantage sensibiliser les femmes. Il faudrait leur donner leur place. Parce que les femmes, elles connaissent la place qu'elles ont. Elles connaissent la place comment est-ce que je veux dire? Le rôle qu'elles jouent. Elles savent qu'elles sont des piliers. Mais malheureusement, il y a des barrières. Il y a ce qui les empêche d'exprimer pleinement leur potentiel. En fait, c'est ça le véritable problème. Et je ne sais pas, je ne suis pas sûre que d'ici aux élections, ben, les choses pourront changer comme d'un coup de baguette magique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un processus qui va, il va à son rythme, mais c'est un processus. Les femmes, elles sont déjà, elles sont déjà disponibles, elles sont volontaires pour mener certaines actions, pour prendre des initiatives, mais il faudrait que ce soit plus fort. Et on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ben, il y a ce souhait d'avancer et cette peur de subir les actes des actes de répression ou bien de répréhension. Ouais. Alors, Augusta, c'est à vous. Oui, vraiment, je regrette. Vous voyez, ça, ce qui se passe pour Flore, là, par rapport au fait que la connexion est si mauvaise, c'est vraiment l'expression de l'état du pays, quoi. Parce que c'est pas normal que dans un pays comme le Cameroun, on en soit encore là au 21e siècle. Vous ne pouvez pas vous connecter pendant 1h30 normalement, comme on le fait partout. N'importe quel pays d'Afrique aujourd'hui, vous arrivez à vous connecter à. Vous n'avez pas ce type de problème. C'est quand même. C'est vraiment. C'est vraiment l'illustration de l'état du pays, quoi. C'est insupportable. Je m'excuse, mais c'est vraiment l'illustration. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de le dire. Moi, ce que je voulais dire, moi, j'ai un problème, nous avons un problème par rapport à la situation actuelle. Parce que, au niveau de mon organisation, comme au niveau d'un certain nombre d'organisations, notamment la plateforme d'organisation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire Stand Up for Cameroun, nous pensons qu'il va être très difficile de changer ce pays-là par la voie électorale. Alors, ce qui ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est le droit de tout citoyen de le faire. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous pensons que ça fait 60 ans que le système est phagocyté. Et ils ont renforcé ce phagocytage-là dans la dernière période. 43 ans qu'il y a là. Toutes les élections qui ont été organisées depuis 43 ans ont été bidouillées, ont été falsifiées. Et le problème, c'est que toutes les institutions sont tenues par l'État parti RDPC et l'ECAM, RDPC, le Conseil constitutionnel RDPC, l'Assemblée nationale RDPC, le Sénat RDPC, toutes les institutions, y compris celles auxquelles vous êtes censés recourir en cas de mécontentement ou en cas de contestation,
sont tenus phagocytés par le RDPC. Par conséquent, nous, on considère que dans le cadre d'un système de cette nature, qui n'a pas commencé aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, hein, ça fait des décennies que ça dure, on ne voit pas ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, dans le cadre électoral, on puisse changer ce pays. Et c'est ça notre problème. C'est pour ça que nous, on appelle à la mobilisation populaire. On pense qu'il faut que le niveau, la masse critique atteigne un tel niveau qu'à un moment donné, les gens disent stop. Alors peut-être que ça se fera, et c'est tant mieux si c'est le cas, peut-être que ça sera à l'occasion des élections, parce que comme les gens constateront qu'une fois de plus, on n'a pas respecté la voie populaire et les résultats des urnes, du coup, ils descendent dans la rue, peut-être que ce sera comme ça. Mais sinon, je ne vois pas dans le contexte actuel pourquoi et comment ils respecteraient plus comment dirais-je, le résultat des urnes qu'ils l'ont fait en 92. En 92, tout le monde sait que c'est Foundi qui avait gagné. C'était évident, tout le monde le savait, tout le monde. Et ils ont, au moment de proclamer les résultats, ils ont inversé. Biya s'est approprié les résultats de Foundi et il a déclaré que Foundi avait perdu, alors que tout le monde sait que c'était faux. Tout le monde le sait au Cameroun. Mais malheureusement, il se trouve que Foundi n'a pas appelé à la mobilisation populaire. Du coup, c'est passé comme d'habitude et Biya a pu continuer. Donc, on est quand même dans une difficulté. Compte tenu de la nature du pouvoir politique qui est en place dans notre pays, on est dans une grande difficulté. Et notamment, la difficulté, c'est d'obtenir le changement par cette voie électorale. Moi, sincèrement, j'ai des doutes et nous avons des doutes. C'est pour ça qu'on appelle à la transition politique. Transition politique, je le dis en deux mots, parce que j'espère qu'entre-temps, Florence va réapparaître et qu'elle pourra parler à son tour. La transition politique, c'est quoi? C'est la mobilisation populaire qui fait en sorte que, évidemment, ça suppose qu'elle ait atteint une masse critique, ça c'est absolument évident, mais je dirais que par la voie électorale, ça suppose aussi qu'on couvre les 28 000 bureaux de vote, 28 000 ou un peu plus bureaux de vote, qu'on puisse les contrôler, etc. Donc, dans tous les cas, il faut atteindre une masse critique. Et donc, j'en reviens à la transition populaire. La transition populaire, c'est donc obtenir la mobilisation populaire sur l'ensemble du territoire, qui à un moment donné se mobilise et dit stop, ça suffit, on n'en veut plus, on n'en peut plus, on ne peut pas continuer cette descente aux enfers indéfiniment, il faut que ça s'arrête. 93 ans, 43 ans de pouvoir, etc. Et pour les résultats qu'on voit, donc c'est pas possible. Et on crée les conditions dans le cadre de cette transition populaire qui doit être courte, 2-3 ans, au cours de laquelle on doit faire quoi? Le code électoral doit être totalement revisité, évidemment, pour qu'il y ait un véritable contrôle de l'ensemble des forces démocratiques de tout le processus. La Constitution doit être remise à plat. On doit créer un certain nombre de conditions. Donc, on a 3 ans, 2 à 3 ans. Donc, on crée un certain nombre de conditions minimales pour que le pays, liberté publique assurée, évidemment, on libère l'ensemble des prisonniers politiques, etc. Durant ces 3 ans. Et on assure les affaires courantes parce qu'il faut que le pays continue à tourner, etc. Et au bout de 3 ans, on convoque les élections. On convoque les élections avec un contrôle de l'ensemble des forces démocratiques, etc., qui existent sur le territoire. On contrôle le processus de A à Z de façon collective, concertée, etc., et que le meilleur gagne. Et évidemment, chacun menant campagne librement, pouvant aller aux 4 coins du pays, etc. Ça paraît utopique, mais ça ne l'est pas tant que ça. Vous savez, dans d'autres pays africains, ils ont réussi et parfois avec des pouvoirs. Hein, Augustin, oui, j'ai une question pour toi. Alors, cette transition populaire, elle sera assurée par qui? La transition, évidemment, par les forces démocratiques. On élimine le RDPC hors jeu. Nous, ça n'a rien à voir. Parce que, si vous voulez, on a lancé la transition politique et on a vu des subterfuges du pouvoir reprendre transition politique en le vidant complètement de son contenu. Hors jeu, le RDPC est hors jeu, c'est fini. On les a vaincus et ils sont hors jeu. Ils ont montré leur incapacité à gérer ce pays, à le gouverner, etc. Dans tous les domaines, ils ont échoué. Par conséquent, ils sont hors jeu. C'est donc les forces de l'opposition, les forces populaires, les forces démocratiques, y compris associatives, etc. C'est un processus inclusif. Donc, c'est toutes ces forces-là.
Quand vous Comment? quand vous avez voulu faire allusion à d'autres pays, j'ai cru penser que vous pensez aux militaires. Parce que ailleurs, c'est une Non, non, là, je transition parlais pas des militaires. Je parlais d'insurrection populaire, c'est-à-dire c'est le peuple qui se met en action, en mouvement, pour effectivement prendre ses affaires en main. Mais vous savez, même ces pays-là, même ces pays qui ont maintenant les militaires, le processus, ça a d'abord été ça a d'abord été la mobilisation populaire. Les militaires sont souvent venus à la fin pour parachever le processus, mais au départ, c'était souvent la mobilisation populaire. Vous prenez le Mali, le Burkina, etc. C'est d'abord les Maliens, les Burkinabés qui sont sortis. Après, les militaires. Mais ce n'est pas le schéma qu'on. Nous, on parle des forces politiques. On parle des forces politiques. Pour nous, chacun a sa place. Ceux qui doivent prendre le pouvoir, ce sont les forces politiques, ce sont les forces, voilà, bon, c'est eux qui sont normalement, une force politique, elle existe pour prendre le pouvoir politique. Donc, on ne parle pas des militaires dans ce cadre-là. Il ne s'agit pas de ça. Donc, voilà un peu notre schéma, parce que malheureusement, on préférait que les choses se fassent par la voie normale, c'est-à-dire la voie électorale. On n'est absolument pas contre les élections, mais dans les conditions actuelles, on sait très bien que ce pouvoir-là, systématiquement, dévoie tous les résultats électoraux. À moins que, si jamais, alors ça, bien malin qui pourra le dire, supposons que les gens aillent voter, qu'on puisse contrôler les 28 000 ou 29 000 bureaux de vote. En tout cas, aux dernières élections, en 2018, il y en avait 28 000. On les contrôle, on les contrôle, les forces d'opposition et notamment ceux qui ont des candidats, etc., contrôlent ces 28 ou 29 000 bureaux de vote. Et les résultats sont proclamés, comme d'habitude, en faveur du parti État RDPC. Et à ce moment-là, le peuple, fort de sa victoire qu'il maîtrise et pour laquelle il a vérifié qu'il a véritablement gagné, décide de se mobiliser. Alors, se mobiliser, ça veut dire sortir pour défendre le résultat qu'il pense être le bon résultat. À ce moment-là, les choses peuvent basculer. Mais est-ce qu'on peut créer les conditions de ce que j'indique là? À voir. À voir. En tout cas, parce que je ne vois pas, effectivement, un résultat qui n'irait pas dans le sens de la proclamation du RDPC être proclamé par le parti État RDPC qui confisque le pouvoir depuis, disons, 43 ans, depuis que Biya est là, mais je dirais depuis 60 ans, puisque Ahidjo avait quand même été installé par les colons. Il faut quand même bien s'en rappeler. Même si aujourd'hui, certains veulent réhabiliter Ahidjo parce que Biala, on a tellement souffert, on a tellement supporté que certains finissent par trouver qu'à l'époque d'Ahidjo, c'était mieux. Mais bon, c'était quand même quelqu'un qui avait été installé par les colonialistes quand l'indépendance a été proclamée. Donc, il faut quand même toujours l'avoir en tête. Donc, moi, voilà un peu la raison pour laquelle… Mais de toute façon, il faut que les gens aillent s'inscrire parce que c'est un droit citoyen. C'est un droit citoyen, il n'y a pas de problème. Mais ne nous faisons pas trop d'illusions et travaillons surtout à la mobilisation populaire. Je parlais tout à l'heure de l'organisation des femmes. Si partout les femmes sont organisées, en tout cas partout, peut-être pas partout, mais quand même assez largement, si les jeunes sont organisés, etc., et vous pensez bien que le jour où il faut se mobiliser, c'est beaucoup plus facile quand on est organisé. Quand on est comme ça, des singletons individuels, c'est plus compliqué. On est face à soi-même, on pense qu'on est seul, etc. Quand on est organisé collectivement, on sait qu'on n'est pas seul. Et on peut se mettre en lien avec d'autres collectifs, avec d'autres organisations, etc. À partir du moment où on est organisé, c'est un champ nouveau qui s'ouvre à nous et qui peut vraiment ouvrir des perspectives très, très importantes et qu'on n'imagine même pas. Mais il faut qu'on soit dans cette dynamique-là. Vous voyez, il y a des délestages comme ça. Une mobilisation citoyenne devrait avoir lieu dans tout le pays pour dénoncer les délestages, pour dénoncer les coupures d'eau, pour dénoncer le fait qu'on n'a pas de route. C'est des mobilisations citoyennes qui devraient tous les jours être là, dire ça suffit, on n'en peut plus, etc. Ça désorganise tout le pays. Tout est désorganisé à cause de ça. C'est 3 choses que je viens de citer. Pas d'électricité, pas d'eau et pas de route. Ces 3 choses-là, ça désorganise tout le pays. Même si vous êtes RDPC, vous subissez ça.
Hein, vous voyez, même si vous êtes du même clan que le président, vous subissez. À part les bourgeois qui, eux, ont des gros groupes électrogènes et qui peuvent… mais quand même, quand ils sortent, ils passent quand même dans ces routes avec des trous, des cratères au milieu, même s'ils ont leur 4x4, mais c'est honteux. Aujourd'hui, on vous dit qu'à Yaoundé, au cœur de Yaoundé, il y a une décharge énorme au cœur de Yaoundé, mais ils n'ont même pas honte. C'est insupportable, c'est insupportable. Donc, tout ça pour dire que vraiment, il faut que ça se termine, il faut que ça cesse. Donc, on a effectivement des stratégies différentes, mais fondamentalement, on veut tous que ça change. Il faut que ça change. Et ce qui est dommage, moi je pense, et j'en arrêterai là, je pense qu'il faut que toutes les forces du changement, même si elles n'ont pas le même programme politique, dans le sens où certains restent sur des fondements libéraux, d'autres sont plus socialisants ou socialistes, etc. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'accorder. Il y a des programmes minimums sur lesquels on peut s'entendre. Et nous, quand on parle de transition politique, la période de la transition politique, c'est un programme minimum. Après, quand on va compétir, chacun ira compétir pour lui-même. Et on verra qui le peuple choisit d'élire. Mais sur la période de transition, ça veut dire que des gens ayant des projets politiques un peu assez différents les uns des autres peuvent s'entendre sur une base minimum, le code électoral, la constitution, etc. et des élections libres et démocratiques et transparentes, bien évidemment. La question des libertés publiques, on est tous concernés. Aujourd'hui, vous vous faites embastiller pour n'importe quoi. Hein, vous portez un t-shirt, vous avez fait une marche. Flore a témoigné. Elle a été arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une marche. C'est dans la Constitution. Elle a le droit de le faire. Elle est citoyenne, elle a le droit d'aller marcher. Mais en vrai, dans le Cameroun réel d'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Même des choses qui sont ratifiées par eux et des lois qu'ils ont adoptées. Je m'arrête là pour que Flore, qui est là, elle puisse avoir vos chapitres également. Merci. Merci, Augusta, pour cette intervention. Alors, Flore, nous allons clôturer l'émission avec toi. Déjà, la première question qui était celle de savoir comment est-ce que le système de pensée de la femme camerounaise peut être renouvelé, transformé, changé, pour qu'elle puisse occuper sa place au sein de la société. Là, on ne parle pas des femmes qui ont déjà osé et qui sont sur le devant de la scène. On parle des autres. Et alors, la dernière question, elle sera celle de savoir, alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour des élections apaisées au Cameroun? Voilà. Donc, tu n'auras pas peut-être écouté les autres, mais nous, on va t'écouter. J'espère que cette fois-ci, la connexion va me laisser aller au bout, parce que vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour des élections apaisées? Eh bien, écoutez, on ne va pas tourner. Hein. Il faut que M. Biya ne soit pas candidat, premièrement, parce que j'estime qu'à plus de 90 ans, il n'a plus rien à offrir au peuple. Il est fatigué, il doit se reposer, comme lui-même l'a jadis dit dans un discours qu'il ira se reposer dans son village. Je pense que le moment opportun pour ce repos bien mérité, selon moi, est arrivé. Deuxièmement, il faut revoir le système électoral. On ne peut pas parler d'une élection libre et transparente et les membres de l'ECAM sont carrément les militants du RDPC nommés par le président de la République qui lui-même est censé être candidat. C'est déjà une grosse incompréhension et déjà un début, un premier pas vers la fraude qui va se passer en octobre. Troisièmement, il faut que le ministre Atangandi démissionne de ses fonctions. Parce qu'un ministre de l'administration territoriale qui reçoit des gens qui viennent faire des motions de soutien à M. Biya, alors qu'il est censé être le ministre justement qui est chargé de la régularité, de veiller à la régularité de ces élections parce qu'il est celui qui est garant de la sécurité interne du pays, ne peut pas se positionner de cette façon et en mondovision et les gens trouvent que c'est normal. Quatrièmement, il faut qu'on laisse tout le monde être candidat. Quand je dis tout le monde, c'est pas tout le monde. C'est que tous ceux qui vraiment sont des leaders affirmés, qui sont à la tête des partis politiques, qui peuvent se faire investir de quelque manière que ce soit, que leur candidature puisse passer si ces candidatures respectent la loi. En fin de compte également, je ne sais pas si c'est mon dernier point, mais peut-être je n'aurais pas dû numéroter parce que j'ai tellement à dire en fait. Ensuite,
qu'on publie la liste nationale électorale. Pourquoi je le dis? Parce que une liste électorale nationale est une sorte de concentration de tous les électeurs, tous ceux qui se sont régulièrement inscrits sur les listes électorales. Ça permettra de détecter autant pour moi rapidement les doublons. Ça veut dire, lorsque on publiera la liste par ordre alphabétique, on pourra facilement voir si Madame Boussi apparaît 2 fois sur cette liste, par exemple, à 2 endroits différents. On pourra voir si, par exemple, le grand-père de Madame Boussi, qui est décédé en 2012, apparaît sur les listes alors qu'il est décédé. On pourra plus facilement, parce qu'actuellement, là, vérifier la régularité de ces listes n'est pas possible. Je ne peux pas me déplacer pour X localité facilement et aller tout le temps vérifier ce que l'ECAM fait là-bas. Or, une liste nationale publiée à un seul endroit par ordre alphabétique va permettre que tout le monde puisse se rassurer que son nom apparaît à l'endroit où il s'est effectivement inscrit. Maintenant, enfin, je vais dire, vraiment, il faut que le RDPC laisse ces élections se dérouler de façon transparente et claire. Peu importe qui gagnera, parce que je ne me positionne pas forcément en faveur de mon candidat Maurice Kamto, je me positionne en faveur de l'alternance d'abord au sommet de l'État. Parce que 42 ans à la tête d'un État a provoqué une sorte de paresse étatique. Les gens se sont reposés, ils ont pris l'État comme une maison de repos où ils s'asseyent, ne font plus rien, on voit la dégradation. Voilà, on voit la dégradation absolue pratiquement à tous les niveaux et dans tous les secteurs au Cameroun. Actuellement, moi, je dis le RDPC ne doit même pas se présenter. Avec leur candidat, bref, ils ne doivent pas se présenter parce que c'est même une moquerie. C'est se moquer du peuple. C'est comme si le peuple n'était pas assez mature pour comprendre qu'on est en train de clairement se foutre de lui. Pardon. Donc, le RDPC doit s'écarter du jeu avec son candidat, M. Paul Biya. Laisser les élections se dérouler de façon libre et transparente. Et l'ECAM, qui est l'organe en charge des élections, moi, je ne pense même pas que l'ECAM va vraiment faire ce qu'il faut parce que l'ECAM d'office a un parti pris. Donc, pour moi, le jeu électoral, jusqu'ici, est biaisé. Il faut revoir le jeu électoral. Mais je ne vais pas pour autant décourager les uns et les autres. Il faut s'inscrire, continuons à s'inscrire parce qu'octobre est encore loin. On ne sait jamais. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, ne perdons pas espoir parce que je suis celle qui aime dire qu'il faut déjà féliciter ce qui se passe, les efforts qui sont consentis, les initiatives qui sont prises. Il faut continuer dans ce sens-là. Peut-être dire une certaine vérité peut faire peur parce qu'on aura l'impression que la répression va frapper. Mais vraiment, il faut dire ces vérités-là. Parce que ces vérités, elles sont observables. Je n'invente rien. Donc, voilà mon mot de fin. Et vraiment, désolé, la connexion m'a un peu perturbée. Du coup, j'ai beaucoup perdu. Voilà, chère dame, hein, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Je vais faire un dernier tour du plateau pour vous demander à chacune de conclure. Alors, on va commencer par notre chère Corinne. Ton mot de conclusion. On n'entend pas, Corinne. On n'entend pas. On ne t'entend pas. Non. Maintenant, oui. Ok. Le temps est passé tellement vite. C'était très enrichissant parce que les contributions des unes des autres. Mais je dis ce que je peux dire pour conclure. La femme est capable. La femme est capable. Il faut vraiment davantage y croire. Et je pense que c'est ce genre d'échange qui contribue à sensibiliser davantage, à former, à informer et peut-être à révéler aux femmes qu'elles sont capables, quel est le rôle qu'elles ont, le rôle qu'on attend d'elles en tant que pilier de la société. Et vraiment, je suis très contente, je félicite vraiment cette initiative. J'ai été très, très honorée de
d'avoir des copanélistes avec des contributions vraiment très riches. Je repars, je ressors de la salle vraiment bluffé. Mais mon dernier mot, c'est que mettons-nous au travail et j'ai apprécié grandement l'intervention d'Augusta tout à l'heure. C'est important de se mettre, de se regrouper parce que seul on ne peut pas. Seul on sera on sera violenté. Mais quand il y a des coalitions qui ne sont pas forcément en vue, hein, ça va contribuer déjà à former les femmes, à les informer sur leur rôle. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent que leur rôle se limite à leur petite famille. Mais elles oublient qu'elles ne savent pas qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. Parce que sinon, c'est cette société-là qui se retournera contre la maison. Parce que dans ma maison, leur famille. Parce que c'est les gens de la société, les gens du dehors qui vont venir influencer négativement leurs enfants dans la maison. Donc, nous, en tant que femmes, en tant que mères, on doit se lever parce que nous sommes des modèles, parce que nous sommes des actrices de développement. Actrices de développement, c'est dehors. C'est-à-dire qu'on contribue au développement de notre communauté, de la société et du pays. Donc, c'est important que nous soyons vraiment conscients du rôle que nous avons. Moi, je m'excuse, j'ai été un peu longue, mais c'était... Merci beaucoup. Merci de t'être exprimé comme tu le voulais, comme tu l'entendais. Alors, Augusta, on a perdu encore, on a perdu Madame Eboussi. Ah oui, c'est dommage, vraiment. Bon, moi, je dirais sororité. Sororité, ça veut dire solidarité entre femmes. Et la solidarité, ça se construit dans des collectifs, dans des organisations, dans des structures où on se met ensemble. Et vraiment, c'est très important. À partir du moment où on s'organise, on voit la vie autrement. Vraiment. Même si ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est extrêmement boostant, c'est extrêmement porteur. Et ça donne de la force, ça donne du courage. Et donc, je pense que sororité, solidarité entre femmes et organisation. Organisons-nous partout où on le peut, organisons-nous. Et au-delà des femmes, mais là, comme ça s'adressait particulièrement aux femmes, j'insiste particulièrement là-dessus, en général, organisons-nous en collectif de citoyens. N'acceptons plus le sort qui nous est fait, la maltraitance qui nous est faite comme une fatalité. On nous maltraite parce que et quand je dis ça, ça n'a aucune connotation péjorative dans le sens ou d'humiliation. Je sais très bien que le contexte est très, très dur et très répressif, mais n'acceptons plus. Et pour ne pas accepter, il faut être ensemble. Donc, n'acceptons plus le mauvais sort qui nous est fait et qui nous est jeté depuis 43 ans, pour ne pas dire 60, et organisons-nous et mobilisons-nous. Voilà. Voilà, c'est donc sur vos deux belles conclusions que nous achevons cette édition de cette émission de La Boussole. Alors, tout le plaisir pour nous a été de vous avoir sur ce plateau et nous vous disons merci à vous, Madame Augusta, merci à vous, Madame Mandeng, merci à Madame Flore qui est partie d'avoir accepté notre invitation et tout le plaisir sera des nôtres de vous recevoir pour une prochaine fois. Au revoir à vous toutes et à très bientôt. Et au revoir. Merci à vous, Anne, d'avoir animé avec autant de dynamisme cette émission fort intéressante. Et merci aux copanélistes elles étaient vraiment formidables. Elles étaient formidables. Au revoir. À bientôt.